Ça n'a pas de bon sens. Oh my God! Hey, j'ai les lunettes sales en plus, ça va bien. Oh, Seigneur. Excuse, parce qu'on tourne. Qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi! Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Comment ça va aujourd'hui? Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, vous le savez, inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie. Des fois, je me dis, coudonc, je suis tombée sur la tête. Mais j'y crois. Alors, c'est ça l'important, puis j'ai besoin de vous. Alors, si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de transférer mes petites chroniques. Ceci étant dit, je vous avais promis de vous parler de comment aller déraciner une croyance qui nous limite. Alors, vous le savez, des croyances, c'est souvent quelque chose qu'on a acquis depuis des années. C'est quelque chose qu'on croit qui est non seulement vrai, mais qui a un impact sur nos actions. Et dans mon livre « Émotions quand tu nous tiens », fabuleux livre d'une fabuleuse auteure, j'ai un chapitre entier sur justement les croyances limitantes. Comment s'en défaire? Parce que c'est hyper important et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Comment déraciner les croyances qui me nuisent? L'exercice que je vous propose de faire, c'est premièrement, et ça j'ai fait ça pendant des années avec mes clients en consultation, je leur dis regarde les différentes sphères de ta vie et s'il y a des sphères qui doivent être améliorées, c'est là que je veux que tu t'attardes. Les sphères qui vont bien, on n'a pas besoin de regarder nos croyances parce que fort probablement qu'on a des croyances qui sont aidantes pour nous. Mais dans les sphères où c'est plus difficile, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a de la difficulté au niveau financier, quelqu'un qui a des problèmes avec sa santé, quelqu'un qui a de la difficulté dans ses relations ou dans sa vie de couple. Alors là, c'est important de se dire, OK, dans cette sphère-là, c'est pas facile pour moi. Quelles sont mes croyances? Okay? Dans mon livre « Émotions quand tu nous tiens », je donne un exemple. Puis aujourd'hui, je vais vous partager 5 questions à vous poser pour vous défaire d'une croyance qui vous limite, une croyance qui est mauvaise pour vous, pour justement être capable de développer une nouvelle croyance. Mais dans mon livre « Émotions quand tu nous tiens », je raconte une histoire que je trouve intéressante. C'est l'histoire d'Anne-Sophie qui a toujours eu la croyance que la dépression était héréditaire. Et elle, cette fille-là, avait eu une mère qui était dépressive. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à cette fille-là lorsqu'elle a grandi, lorsqu'elle est arrivée à l'adolescence et ensuite au début de l'âge adulte? Ça tournait constamment dans sa tête. Elle avait vu sa mère faire plusieurs dépressions dans sa vie et Anne-Sophie avait vraiment cette conviction-là. C'était même plus une croyance, c'était une conviction. Une conviction, c'est encore plus puissant, c'est encore plus profond qu'une croyance. Elle était sûre que c'était héréditaire. Mais voyez-vous le danger? À partir du moment où, exemple, cette femme-là avait cette croyance-là, c'est quoi le risque? Bien, si je crois que la dépression est héréditaire, que ma mère a fait dépression par-dessus dépression, est-ce qu'on est d'accord que j'augmente mes chances, moi aussi, de faire une dépression? Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec cette fille-là? C'est que je lui ai posé certaines questions pour briser sa croyance. Parce qu'évidemment, on a réalisé une chose, si Anne-Sophie continuait à entretenir cette croyance-là, c'était pas une croyance qui était aidante, c'était une croyance qui était mauvaise pour elle. Alors, les questions que je lui ai posées. En quoi cette croyance-là est-elle ridicule? Déjà là, quand tu poses cette question-là, déjà la personne, sur le coup, si elle a une conviction, elle va dire c'est pas ridicule du tout. J'ai lu une étude sur Internet qui disait que la dépression, c'est héréditaire. Fait que oui, Stéphanie, je trouve que c'est vrai, cette croyance-là. Bon, déjà là, on doit passer à la question suivante. Mais parfois, le fait de se poser la question, c'est une croyance qui est ridicule. Des fois, déjà, on peut se dire, ouais, dans le fond, peut-être que c'est pas vrai. Deuxième question. Est-ce que je peux prouver hors de tout doute que la dépression est réellement héréditaire? Laissez-moi vous parler de la troisième question. Est-ce qu'il est possible que certaines personnes dont les parents soient dépressifs ne le soient pas à leur tour? Voyez-vous,
là, ce que je voulais faire avec Anne-Sophie, c'est lui dire, tu vas regarder autour de toi, tu vas faire des recherches, tu vas t'informer, à savoir, ça se peut-tu, en quelque part, dans ce monde, quelqu'un qui a eu 1 ou 2 parents dépressifs et qui n'a jamais fait une dépression? Et la réponse, là, moi, je vous le dis, c'est oui, ça existe, puis il y en a plein. Et la réalité, c'est que la majorité des gens qui ont un parent qui a fait une dépression, la majorité des gens ne feront pas nécessairement de dépression. Alors, Anne-Sophie avait lu ça en quelque part un jour, le fait que c'était héréditaire, et elle avait acheté cette idée-là, elle y croyait, elle avait ensuite été confirmée sa croyance parce qu'une de ses amies avait fait une dépression à l'âge de 17 ans et en discutant avec elle, elle avait réalisé que son père était une personne qui en avait fait plusieurs. Et là, qu'est-ce que ça avait fait? Ça avait confirmé la croyance de Sophie. Elle s'était dit, ben regarde, tu vois, voilà, c'est tout à fait vrai. Son père était dépressif. Bang, elle a fait une dépression. Moi, ma mère est dépressive, je vais faire une dépression. Alors, vous voyez comment ça peut être dangereux. Elle s'était basée sur une personne. Moi, ce que je lui avais dit, c'est non, tu vas aller me chercher, moi j'appelle ça des contre-exemples, de personnes qui ont des parents qui ont fait des dépressions et qui n'ont jamais fait de dépression dans leur vie. Et croyez-moi, ça existe, il y en a des tonnes. OK? Et ça a été très aidant parce que là, j'ai commencé avec elle à lui faire réaliser que sa croyance, non seulement si elle continuait à l'entretenir, était mauvaise pour elle, mais qu'elle était fausse. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu as lu, puis on le sait aujourd'hui avec Internet, on peut lire toutes sortes de choses. Les sources, des fois, ça peut être douteux. Alors, il faut faire attention à ce qu'on lit. OK? Autre question que je lui ai posée, c'est où est-ce que je peux trouver des preuves du contraire? Donc, comment est-ce que je peux prouver que ce que j'affirme est vrai? Est-ce que systématiquement, tout le monde qui a un parent qui a fait une dépression va nécessairement être dépressif ou que ça va être héréditaire? Bien, la réponse, c'est non. Et ensuite, comment est-ce que je peux trouver des preuves du contraire? Et c'est le devoir que j'avais donné à l'époque à Anne-Sophie d'aller trouver des articles aussi sur le web, d'aller parler avec son médecin à savoir est-ce que nécessairement, systématiquement, toutes les personnes qu'il y a eu dans son bureau, c'était des gens qui avaient eu des parents dépressifs. Donc, elle a vraiment fait un travail. Et croyez-le ou non, après quelques semaines, elle est arrivée dans mon bureau en me disant « Stéphanie, tu as raison. Ça fait des années que je croyais ça et aujourd'hui, je réalise que non seulement c'était mauvais pour moi de croire ça, mais que c'est faux comme croyance. » Alors, ce que je vous propose, peut-être que vous n'avez pas cette croyance-là. Je vous ai donné l'exemple d'Anne-Sophie, mais j'aurais pu prendre n'importe quel exemple. J'aurais pu prendre un exemple par rapport à des croyances, par rapport à l'argent. Exemple, je ne suis pas un entrepreneur parce que ma famille, il n'y a pas aucun entrepreneur, donc je n'ai pas la fibre entrepreneuriale. Quel autre exemple? Moi, mon rêve, c'est d'être une grande pianiste, mais que si tu veux, moi, dans ma famille, il n'y a aucun musicien. Fait que c'est sûr que j'ai pas du tout le talent pour ça. Ça, c'est des croyances, mais est-ce que, si c'est mon rêve de jouer du piano, est-ce que c'est une croyance qui est bonne pour moi à entretenir? Non. Mais surtout, est-ce que c'est une croyance qui est vraie? Est-ce que je peux prouver qu'il y a des grands pianistes ou des gens qui jouent du piano qui avaient absolument personne dans leur famille qui étaient des musiciens? C'est sûr, il y en a plein. OK? Moi, je suis le meilleur exemple. Moi, je suis une femme entrepreneur et mes parents n'étaient pas du tout des entrepreneurs. Je suis une fille qui a investi dans l'immobilier et personne dans ma famille n'a jamais eu d'immeuble à revenus. Donc, si j'avais acheté l'idée très jeune que, ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, mes parents, c'est pas pantoute des entrepreneurs, c'est pas du tout des gens qui auraient eu du talent, par exemple, pour avoir gérer des immeubles à revenus. Si j'avais acheté cette idée-là, dans ma jeune vingtaine, je n'aurais jamais investi dans l'immobilier. Mais j'ai choisi de changer cette croyance-là. De toute façon, ça n'a jamais été une croyance pour moi, mais j'ai choisi de croire l'inverse. J'ai choisi de croire que c'est pas parce que mes parents n'étaient pas des gens en affaires que moi, je pourrais pas l'être. C'est pas parce que mes parents étaient des personnes qui avaient pas d'immeuble à revenus que moi je pouvais pas. Et je suis même allée chercher des exemples de gens autour de moi aujourd'hui que je côtoie, que je connais, qui sont des mentors, qui m'ont conseillé, qui eux-mêmes avaient le même type de parcours que moi, ont décidé un jour soit de partir en affaires ou d'investir dans l'immobilier, mais qu'il n'y avait personne de leur famille qui était dans ce domaine-là. Alors l'idée avec ça, c'est vraiment de se poser la question. Comme je l'ai mentionné dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas écoutée, allez voir cette vidéo-là. Comment transformer vos croyances pour transformer votre vie. Est-ce que ma croyance est bonne ou est mauvaise pour moi? OK? Et ensuite, il faut se poser les questions suivantes. Si j'identifie dans certaines sphères de ma vie qui ne vont pas à mon goût, des croyances qui sont mauvaises, que je n'ai pas avantage à continuer à entretenir, il y a 5 questions que vous allez vous poser et on les retrouve dans mon livre « Émotions quand tu nous tiens ». Premièrement, en quoi cette croyance est-elle ridicule ou absurde?
Première question. Je la répète, en quoi cette croyance est-elle ridicule ou absurde? Deuxième question. Qu'est-ce qui peut m'arriver si j'abandonne pas cette croyance? À plus ou moins long terme, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je continue à croire que j'ai une santé fragile, si je continue à croire que je pourrai jamais être entrepreneur, si je continue à croire que c'est donc dur de gagner de l'argent, si je continue à croire que tous les hommes sont des infidèles, si je continue à croire que c'est impossible de rencontrer l'âme sœur après 60 ans, mais imaginez, posez-vous cette question-là. Je ne connais pas votre situation, je ne sais pas comment va votre vie, je ne sais pas quelle sphère dans votre vie vous voulez améliorer, mais c'est bien important d'aller identifier c'est quoi mes croyances. Sont-elles bonnes? Si elles sont bonnes, super. Je continue à les alimenter. Mais si elles sont mauvaises pour moi, c'est là que je vais aller les déraciner, enlever les racines qui sont profondes. OK? Donc, en quoi cette croyance est absurde ou ridicule? Deuxième question, qu'est-ce qui va m'arriver si je n'abandonne pas cette croyance? Question numéro 3. Si je n'abandonne pas cette croyance, est-ce que ça peut affecter mes relations? OK? Prenons un exemple. Si j'ai la croyance qu'un enfant doit être élevé avec énormément de rigueur et d'autorité, OK? Et qu'il n'y a aucune latitude pour laisser l'enfant, je ne sais pas moi, libre à sa créativité, est-ce qu'à plus ou moins long terme, ça peut avoir un impact sur mon enfant? Est-ce que ça peut brimer ma relation avec mon enfant? Alors, la question se pose. Donc, est-ce que, si je continue à entretenir cette croyance-là, est-ce que ça peut avoir un impact sur mes relations? Autre question, si je n'abandonne pas cette croyance, quel prix paieront les êtres qui me sont chers? Si je n'abandonne pas ma croyance, c'est quoi le prix à payer pour les gens autour de moi? Okay? Si, exemple, je suis une personne perfectionniste à outrance, c'est quoi le prix que je peux payer à plus ou moins long terme? Ben, ça se peut que je me retrouve en épuisement professionnel, ça se peut que je me retrouve en dépression, parce que les gens très, très, très perfectionnistes peuvent être sujets à ça. Mais au-delà de ça, ça se peut-tu aussi que les gens autour de moi vont en payer le prix? Ça se peut-tu que je vais être hyper exigeant ou exigeante envers les autres? Fort probablement. Est-ce qu'il y a des risques si je continue à entretenir des croyances qui font que je dois être parfaite, je dois agir parfaitement, je dois toujours donner mon 150%? Il y a des risques à plus ou moins long terme. Donc, en se posant ces questions-là, ça nous aide à aller déraciner nos croyances. Et la dernière question, si je n'abandonne pas cette croyance, c'est quoi le prix que je vais finir par payer personnellement en matière de santé, par exemple, ou dans ma relation? Okay? Alors, souvent, quand on a des croyances qui sont mauvaises pour nous, on finit par en payer le prix. Je vous donne un autre exemple. Il y a eu plein d'études super intéressantes qui ont été faites, entre autres, sur l'effet placebo. C'est quoi l'effet placebo? C'est, entre autres, le fait de donner une pilule à quelqu'un, de lui dire, par exemple, si tu prends cette pilule-là, ça va avoir tel effet sur toi, ça va te donner de l'énergie. Ou à l'inverse, si tu prends cette pilule-là, ça va te calmer, ça va te mettre dans un état de zénitude. OK? Alors que, en réalité, la pilule qu'on donne aux gens, c'est une pilule de sucre. Donc, il n'y a absolument aucune propriété, ça ne fait absolument rien. Mais si la personne croit que la pilule qu'on vient de lui donner va lui donner de l'énergie, par exemple, automatiquement, l'effet placebo, c'est que la personne va tellement y croire qu'elle va soudainement avoir plus d'énergie. Et j'ai écouté récemment un reportage tellement intéressant qui a été fait justement auprès de plusieurs personnes, entre autres des gens qui voulaient arrêter de fumer. On leur avait donné une pilule en leur disant « Cette pilule-là va t'aider à arrêter de fumer. D'ici 14 jours, tu n'auras plus du tout envie de fumer. » Et la réalité, là, c'était un placebo. Et la réalité, c'est que le groupe témoin, l'ensemble des gens ont arrêté de fumer. Bon, vous allez me dire, il n'y avait pas des milliers de personnes, il y en avait 20, mais quand même, c'est énorme quand on sait combien c'est difficile d'arrêter de fumer. Il y a un autre type dans ce reportage-là, c'était fort intéressant, un gars qui avait peur des hauteurs. Peur au point d'avoir peur de traverser un petit pont. Il vivait en Europe et à un moment donné, le médecin qui chapeautait cette étude, mais qui était finalement une étude bidon, lui a donné une pilule en disant « Si tu prends cette pilule-là, tu vas être capable de traverser un pont. Au début, ça va vraiment diminuer ton anxiété et tu vas y arriver. » Et on voit carrément le gars qui prend la pilule et qui marche sur le pont. Alors que dans le fond, là, il n'y a aucune propriété. C'est l'effet placebo. Alors, imaginez combien une petite pilule qui finalement,
il n'y a rien dans cette pilule-là, peut avoir un impact sur les croyances de la personne et faire en sorte qu'elle va arrêter de fumer, qu'elle va vaincre sa peur des hauteurs. Une autre personne, c'est un grand timide et on l'a pris dans ce groupe-là en lui disant, avec cette petite pilule-là, tu vas être capable justement, c'est un gars qui étudie en journalisme, tu vas être capable d'aller faire des entrevues, tu vas être capable d'approcher des personnes inconnues, ce qui était vraiment pas le cas avant, et il a réussi ça. C'était très, très, très émouvant. Et à la fin, on dit à ces gens-là, toutes ces personnes-là qui étaient dans cette étude-là, finalement, ce qu'on vous a donné, c'était une pilule qui ne comportait absolument rien, c'était du sucre. Et chacun et chacune sont tellement contents de réaliser qu'ils ont réussi à vaincre leur peur ou leur dépendance à la nicotine, par exemple, ou leur grande timidité par eux-mêmes. Dans le fond, ils étaient absolument pas... c'est pas du tout le médicament qu'on leur avait donné, mais c'est qu'ils avaient changé leur croyance, leur perception de « OK, je vais être capable de le faire » et ils ont réussi à le faire. Alors, imaginez combien, quand on est capable de changer nos croyances, ça peut avoir un impact majeur sur notre vie. Et je vous le dis, 1, vous devez détruire vos mauvaises croyances et 2, quand vous avez des croyances qui sont positive, assurez-vous de conserver ces croyances-là. Si vous croyez que c'est facile de partir en affaires, allez vous chercher des exemples de personnes qui ont eu du succès, qui ont démarré et qui ont eu du succès. Si vous pensez que pour vous, l'immobilier, c'est une avenue intéressante, allez parler à des gens qui ont eu du succès, pas des gens qui ont eu des échecs dans le domaine. C'est tellement important. Vous devez bâtir votre système de croyances de façon à ce que vous arriviez à croire que si lui a réussi ça, vous allez être capable, vous aussi. Alors, j'espère que cette capsule va vous avoir aidé. C'est tellement important, ça a un impact tellement majeur dans notre vie, tout notre système de croyances. Alors, je vous invite à faire les exercices maintenant. Il n'en tient qu'à vous. Je vous dis merci d'être là. Merci de votre confiance. Si vous aimez ce que Mastef TV vous donne en contenu, s'il vous plaît, invitez vos amis à nous rejoindre. Hein. J'ai une mission, vous le savez, 10 millions de personnes en disant « Ouf, j'ai besoin de vous ». Alors, je vous embrasse, je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!